Au niveau de la pédagogie, donc la relation élève va changer. Ce que je vous disais, il n'y a plus de relation où nous on était. Alors je vous l'ai mis pour la culture parce qu'en fait les personnes qui là, vous voyez, donc il y a une personne qui a travaillé sur les textes et dernièrement il y a aussi le Conseil du numérique qui a sorti des préconisations. Donc en fait vous avez des personnes qui ont participé. Et ce ne sont pas forcément des enseignants d'EPS, et eux ils sont encore à la relation frontale, c'est-à-dire un prof, des élèves en face et on transmet des consignes. Là, en fait, ils sont en train de revoir la relation pédagogique. Je veux dire que nous on a quand même, en fait, nous c'est une relation qu'on a, c'est la relation d'échange, de travailler avec les pairs, de multiplier les sources de savoir. On le fait en EPS et on a vraiment, je vous dis, une grosse expérience de la pédagogie qui plaît pour nous. Voilà. Et quand on lit ce genre de choses, où en fait, vous voyez, ça, c'est cette personne-là a été invitée sur pas mal de conférences, sur pas mal de plateaux. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, mais finalement, sur la relation pédagogique, il impulse des choses que nous, on connaît déjà sur le terrain. Voilà. Donc, on peut être fier déjà de ce qu'on fait. Alors, je vous ai donné 3 exemples d'approches pédagogiques. Le modèle pragmatique, c'est l'un des plus connus et l'un des plus anciens. C'est Marcel Lebrun, pour ceux qui le connaissent. Alors lui se situe comme un technopédagogue, il a fait de la recherche sur la relation pédagogique, il est belge, et c'est lui qui a été un des premiers à s'intéresser sur quelle est l'approche pédagogique qu'on pouvait avoir avec le numérique. Voilà. Donc au début c'était beaucoup avec les tableaux interactifs, avec les tablettes, et maintenant lui il intervient beaucoup aussi sur tout ce qui est, pour ceux qui connaissent, les MOOC. Donc, qui sont en fait des universités virtuelles où on fait des cours en ligne. Lui, il détermine 5 pôles pour pouvoir approcher le numérique. Le pôle au niveau de l'interaction, c'est l'interaction que vous allez créer avec l'interface pour vos élèves. C'est-à-dire que, je prends un exemple, ça m'est arrivé moi d'avoir une tablette, de la donner à des élèves en pensant que c'est une tablette, forcément l'élève va être super content, il va l'utiliser. Et pour l'expérience, moi c'était une tablette, c'était un iPad 2 pour ceux qui connaissent, donc c'est-à-dire un iPad mini qui fait un certain temps. Les premières expériences avec les élèves de 6e, ça a été un échec, parce qu'ils l'avaient en main tout de suite, sauf que je n'avais pas calculé qu'une tablette ça pouvait avoir un certain poids. Et qu'à un moment donné, quand j'ai eu le tourner, les élèves ont commencé à prendre une tablette et ça n'allait pas la tenir sur un bout du bras. Voilà. Donc en fait, l'outil que vous avez, il se réfléchit. Il faut vraiment réguler les échanges pour qu'en fait, il y ait un temps d'exploitation, un temps de restitution et pas toujours laisser faire l'outil. Il n'y a pas d'outil magique où c'est des approches anglo-saxonnes qui disent que finalement on peut laisser des élèves avec des tablettes. Ils ont fait des expériences par exemple en Inde où ils ont mis un ordinateur, c'est une expérience qui est très connue, ils ont mis des ordinateurs dans un arbre creux. Et ils ont laissé les élèves s'approcher de l'ordinateur, mais l'adulte ne pouvait pas y toucher. Et ils se sont aperçus que finalement, au bout d'un mois, les élèves avaient créé l'interaction, ils avaient échangé, ils avaient essayé de bidouiller l'ordinateur, ils avaient réussi à manipuler des mots d'anglais, à faire évoluer des concepts de mathématiques sans l'intervention du professeur. Voilà. Et donc du coup, ça donne 2 idées. Ça donne l'idée que en fait, les élèves sont capables de créer beaucoup d'échanges et construire des savoirs grâce aux interfaces, grâce au numérique. Par contre, après, derrière, ça dégage aussi l'idée que finalement, l'enseignant, sur ce plan, n'avait pas forcément besoin de lui. Donc après, c'est surtout sur la régulation. Vous avez aussi sur le pôle motivation, en fait, il faut que l'élève ait du sens. Donner un outil à des élèves sans leur expliquer l'intérêt qu'ils vont y gagner, ça ne veut pas dire qu'ils vont exploiter l'outil pour progresser. Je prends un exemple, je suis avec mes élèves de seconde pro, j'ai une tablette et on travaille sur des applications, vous savez, on a de la vidéo et dessus après derrière on trace des droites pour savoir si les alignements en acrosport sont bien maintenus, etc. Si je ne donne pas des critères à côté sur une fiche Excel sur laquelle ils vont rentrer la photo avec des critères d'exécution, avec des critères, les élèves, en fait, moi, ça ne leur parle pas. Ce n'est pas un outil intéressant pour eux parce que ça leur fait des contraintes mais ils ne voient pas l'aboutissement. Par contre, si je leur mets des critères bien définis, que je leur demande de cocher dessus par rapport à l'image qu'ils ont intégrée, se prennent en photo, ils mettent l'image dans un fichier Excel et en fait, ils ont à côté, en comparant les critères qui sont sur la fiche et l'image qui est intégrée, ils valident. Donc là, il y a une interaction, il y a des critères qui sont donnés, il y a une restitution par rapport à l'information sur la production.
qui fait qu'en fait, l'élève ou les élèves s'engagent beaucoup plus. Il y a du sens derrière. Donc, il faut quand même penser que c'est pas il n'y a pas de matériel magique et que quand vous allez présenter des outils ou formaliser des choses avec des outils numériques, il y a un travail en amont à faire. Il y a déjà connaître votre classe, savoir si on a un profil pour. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des élèves qui, sur le numérique, globalement en EPS, on est sur deux secteurs, on est sur exploitation d'image ou exploitation des indices chiffrés performés. Il y a des élèves pour qui ça ne va pas parler à prendre une perf, des élèves qui sont plutôt sur l'esthétique, sur de la relation entre pairs, sur je veux communiquer. C'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'au niveau de la culture, on a besoin de prendre des performances, mais il y a aussi une approche de l'outil qu'il va falloir proposer d'une façon différente. Le pôle production, je pense que c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez de plus en plus. Alors, c'est pas une injonction, mais ça fait partie pleinement de la production, de la culture du partage qu'on a actuellement avec le numérique. C'est que très souvent, on donne des outils aux élèves, ils font des choses avec, mais il n'y a pas de retour derrière, il n'y a pas de mise en mémoire et il n'y a pas de partage. Rien n'empêche ce que vous produisez avec vos élèves. Je repars toujours sur parce que moi je fais beaucoup sur l'acrosport par exemple, mais quand je fais un cycle acrosport avec mes élèves, ils prennent des photos, on fait des critères. À un moment donné, ils se sont pris sur l'enchaînement complet, sur la construction des pyramides. À partir de là, on a construit des savoirs, et là, on va chercher un moyen de le partager, de le restituer pour les autres. Donc nous, on essaye en ce moment sur les ENT, mais vous savez que sur Paris, des fois, les ENT, les problématiques de partage, c'est pas toujours évident, mais on essaye de trouver des moyens au niveau de l'établissement pour échanger via le numérique. Ça fait partie encore de la culture du numérique, c'est d'être capable d'échanger avec d'autres personnes, voilà, ce qu'on a produit. Donc il y a une production derrière. J'allais dire, s'il n'y a pas de production à la fin de votre cours avec l'utilisation du numérique, des outils, quelque part, vous n'avez pas été jusqu'au bout de la démarche. Vous avez exploité quelque chose pour faire avancer la connaissance, mais vous n'avez pas fait produire par les élèves des choses qu'ils ont construites eux-mêmes, avec des outils. Et nous, c'est ce qu'on veut plus tard, c'est qu'on veut que quand ils grandissent, quand ils soient autonomes, ils puissent avec le numérique construire des choses, produire des choses. Le pôle information, j'aime bien cette intervention-là, parce que sur le pôle information, vous avez deux parties. Vous avez une partie sur les ressources externes et une partie sur les ressources internes. Et très souvent, les élèves, avec la vidéo, avec l'image, ils ont tendance à analyser les comportements et les actions après coup sur une image. Ils ont tendance à analyser ce que font les autres. Et du coup, à un moment donné, ils ont oublié une partie de la culture qui nous est propre et que, enfin, moi je tiens à conserver le maximum possible. C'est la culture des sensations motrices. Voilà, moi j'ai appris quand j'ai été formé en EPS, j'ai appris à courir, j'ai appris à étalonner le foulée, à avoir des ressentis, à gérer mon activité par rapport à ça. Et c'est des notions que les élèves ont tendance à perdre avec des repères extérieurs. On les fait courir sur une course de sprint, on va leur dire « Oh, t'as fait tel temps, c'est très bien. Oh, t'as vu, tu t'es tenu comme ça, tu étais bien penché en avant, t'as vu, t'as la qualité de ta foulée. » Mais quelque part, le fait de la sensation du griffé, la sensation voilà, je suis tonique, je suis gainé, c'est des indicateurs qui ont tendance à faire disparaître au profit d'indicateurs qui peuvent être instrumentalisés avec les outils. Donc ne perdez pas. C'est pareil, enfin, je veux dire, voilà, c'est une culture du corps, il faut la garder. Il y a le virtuel et il y a le concret, le réel. Je pense que c'est un équilibre à avoir quand on approche les outils, c'est de toujours garder ça. Les outils sont au service de la motricité, les outils sont au service de compétences, mais ils sont aussi au service d'un enrichissement qu'on ne doit pas perdre. Le pôle d'activité, il manque celui de droite, là, le pôle travail de structuration et de synthèse. Ça, c'est le travail, j'allais dire, qu'on a par exemple sur une carte comme ça. Pour ceux qui n'utilisent pas, ce sont des cartes heuristiques. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez mettre des concepts, des notions sur un tableau et vous pouvez les réorganiser, les agencer comme vous voulez en structurant, en faisant des titres, en les assemblant. Moi, je l'utilise par exemple pour les cours de danse. Pour des élèves en fait, qui ont du mal à formaliser les choses, j'ai une carte heuristique où je leur propose des thèmes et eux, ils me proposent d'autres choses. Donc du coup, ça fait plein de bulles sur l'écran, sur mon ordinateur, et puis avec le TNI, on peut avoir une interactivité dessus. Et du coup, chaque groupe, en fait, peut, avec le doigt sur l'écran, faire glisser un concept, un champ, et le remettre dans son groupe pour en fait créer un ensemble de mots, un ensemble de phrases, et ce sera leur vocabulaire pour la danse. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cartes heuristiques. C'est utilisé aussi pour, quand vous avez ce qu'on appelle le brainstorming, c'est voilà, balancer plein de concepts clés et restructurer les idées derrière. Donc ça peut être très intéressant avec des élèves qui sont en phase d'apprentissage, des élèves de 6e, où en fait ils apprennent aussi au niveau du français à ordonner, à avoir une structure dans l'organisation du travail. Donc ça peut faire une vraie continuité, on peut travailler avec plusieurs enseignements. Moi je l'ai fait en français et en maths et c'était pas mal du tout.